Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des choses qui m'ont choqué, qui m'ont surpris quand je suis arrivé au Japon et mon fils arrive. Oh, bref, sans plus entendre, c'est parti. Beaucoup de choses m'ont surpris au Japon, mais laissez-moi vous surprendre à mon tour avec notre partenaire du jour, italki. italki, c'est un service qui vous propose des cours particuliers avec des professeurs natifs. Je parlais déjà japonais quand je suis arrivé au Japon, mais force est de reconnaître que je le comprenais mieux que je ne le parlais. J'aurais vraiment aimé avoir un outil comme italki pour m'aider à améliorer mon expression orale quand j'essayais de m'améliorer. Pour vous montrer un petit peu, j'ai pris un cours particulier avec un professeur de japonais et je lui ai posé la question: comment faites-vous pour améliorer l'oral de vos élèves? はい、じゃあ今日は会話の練習でいいんですか？はい、そうしましたら今回の案件にあたってお聞きしたいことがございまして、ああ、そうですか。はい、普段は生徒さんにどうやって会話のレッスンやってるんですか？会話のレッスンは、はい、なんていうか、本当にもう自由会話ですね。ジェレミーさんは、なんか、間違ったりしないけど、全部正しいけど、はい、結構普通の生徒さんはよく間違えるから、文法をよく間違えるから、それを直して正しい文を書いてあげますね。Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que le professeur adapte la structure de ses cours en fonction de ses élèves. Certains veulent améliorer leur compréhension écrite, d'autres c'est la grammaire, et pour d'autres c'est l'aisance à l'oral. italki permet de choisir son professeur et de se concentrer vraiment sur ce qui bloque. En plus, sur italki, il n'y a pas d'abonnement, vous payez seulement à la leçon. Cliquez dans le lien en description pour commencer votre apprentissage des langues ou tout simplement pour parfaire votre niveau de langue. Pour les nouveaux utilisateurs, achetez 10 € et profitez de 5 € offerts en utilisant mon code exclusif Zeremi55. Offre réservée aux 50 premiers inscrits. Merci à italki pour leur confiance et nous, on retourne à la vidéo. Ok, premier point de cette vidéo, la lumière omniprésente, absolument tout le temps, partout. Voilà, vous avez les magasins qui sont allumés, vous avez des néons, vous avez des lampadaires, tout est toujours allumé, même en campagne, même dans la campagne profonde, c'est difficile de trouver un coin où juste... Alors c'est difficile, ça existe des coins où vous êtes totalement dans le noir, mais c'est plutôt rare. Vous allez me dire, bon c'est pas très grave, c'est allumé, tant pis. Sauf que c'est très difficile du coup de dormir, parce que vous avez toujours une petite lumière et vous avez toujours quelque chose qui rentre à l'intérieur des bâtiments. C'est très rare d'avoir des rideaux vraiment opaques, c'est toujours un peu compliqué, je vous l'avoue. Je vous avoue que moi pour dormir j'aime bien être dans le noir total. C'est important d'avoir des rideaux qui occultent un peu de la lumière et c'est juste, en fait, pourquoi tout toujours allumé, enfin même, et puis c'est des lumières vives, c'est pas des lumières c'est pas des petites lumières, tout ça, non, c'est vraiment des lumières qui vous agressent les yeux le soir. Alors, ça a son charme, niveau charme, j'ai pas de souci, mais je vois pas l'intérêt d'avoir tout le temps tout allumé. Après, vous avez des magasins qui sont ouverts 24 h sur 24, donc c'est logique d'avoir des lumières, mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ok, point suivant, tout ce qui est politesse. La politesse un peu codifiée, très polie, mais qui donne en fait l'impression souvent de parler à des robots. Je vais vous raconter d'ailleurs une anecdote qui nous est arrivée avec Kyoko il y a quelques années de ça. C'est pas toujours comme ça, mais parfois vous tombez sur ce genre de personnes. On voulait changer d'opérateur téléphonique, donc on se rend chez l'opérateur téléphonique. On commence à parler à la personne du guichet, tout ça. Elle nous dit oui, asseyez-vous, machin. Elle commence à nous déblatérer un peu toutes les conditions, les trucs, les machins. On sent clairement. Alors je sais pas si c'était une personne nouvelle ou quoi, mais qu'elle nous récite vraiment le truc de A à Z. Alors ils sont sûrement obligés de le faire au niveau de la loi. Sauf que nous, parfois, en plein milieu de la conversation, on posait des questions, on disait non mais si on utilise tant l'internet, comment ça se passe, nanana. Et la personne juste nous disait ah oui d'accord, je vois. Et puis elle reprenait son débit sans répondre à notre question. Et ça a duré, je vais dire 3 heures. Je sais pas si ça a duré 3 heures, ça a peut-être duré que 2 heures ou 1h30 ou j'en sais rien. Mais ça a été extrêmement long, extrêmement frustrant. Même Kyoko était choquée, elle était là, mais c'est bon, on n'a pas que ça à faire, on veut juste, voilà, on signe 3 papiers et c'est bon, on y va. Disons que plus que la politesse à ce moment-là, c'était vraiment juste le côté, on lit le manuel et c'est comme ça. On nous a dit de lire le manuel, c'est ma mission d'aujourd'hui, je dois lire le manuel au client. Et ensuite, on va arriver au point suivant qui est un peu mêlé à celui-ci.
Ok, point suivant. Beaucoup de gens s'imaginent le Japon comme un pays extrêmement moderne. Moi, j'avais aussi cette image-là avant de venir au Japon. Et force est de reconnaître que, oui, la technologie existe au Japon, mais le papier, mesdames et messieurs, le papier est encore bien plus fort. Je vous avais déjà raconté dans mon ancienne entreprise à quel point on utilisait le fax, c'est-à-dire que toutes les commandes se passaient par fax. Déjà ça prenait beaucoup de papier. Mais les papiers, l'administration, mesdames et messieurs, ça prend une plombe. Ça rejoint le point précédent. Quand vous voulez signer un contrat, vous voulez prendre un abonnement, vous voulez faire quelque chose, il va falloir signer des papiers, et des papiers, et des papiers. Alors je sais qu'en France, il y a un peu ça aussi, hein, on doit signer pas mal de papiers, mais alors au Japon, ça arrive souvent que dans les formulaires, vous ayez besoin d'écrire votre adresse complète, votre nom, prénom, vos noms et prénoms, plusieurs fois, parfois sur la même page. Non mais, ok, je vais vous raconter une petite anecdote. Il n'y a pas longtemps, je me suis inscrit à quelque chose. Je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Je me suis inscrit quelque part, un endroit où je vais maintenant régulièrement. Et il fallait écrire à un moment donné l'adresse. Donc l'adresse, je l'écris. L'adresse est écrite, le nom est écrit, le numéro de compte est écrit, la branche de la banque est écrite, le nom de la banque est écrite. Une fois dans une case, puis une autre fois dans une autre case, puis une troisième fois dans une autre case. Il a fallu que j'écrive ça 3 fois, le nom de la banque, sur la même page. Enfin, juste, c'est lunaire. Je suis désolé, c'est lunaire. Bon, c'est la vie. Ça passe encore beaucoup par le papier. Parfois même, vous remplissez quelque chose sur une tablette. On vous dit, vous remplissez vos données sur une tablette. Et après, on vous emmène le papier pour recopier ce que vous avez écrit sur la tablette. Bon, c'est les règles japonaises, c'est les lois, c'est comme ça. Hein. Je m'y suis fait, mais c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Enfin, bref, point suivant. Un autre point qui m'a beaucoup surpris quand je suis arrivé au Japon, c'est à quel point absolument tout est musical dans ce pays. C'est dingue, vous montez dans le train, vous avez le petit bruit de la station, vous avez les petits bruits du train. Quand vous rentrez dans un combini, vous avez une musique particulière. Quand vous entrez dans un supermarché, vous avez une musique particulière. Vous avez même un clip. Une enseigne de magasin en particulier qui s'appelle Samitto, qui a fait carrément un clip de sa musique, voilà, avec les vendeurs et tout qui dansent. Et vous avez ça qui passe en boucle. En boucle. Hard Off, pareil. Je sais pas si vous avez déjà entendu, mais Book Off, pareil. Enfin, vraiment, vous avez chaque chose qui a un peu son empreinte musicale et qui reste en tête d'ailleurs. Des fois, on se prend à la fredonner. Il y a aussi, c'est pas vraiment de la musique, mais tous les sons ambiants, ne serait-ce que par exemple les passages piétons, pour indiquer aux non-voyants ou aux malvoyants qu'ils peuvent traverser. Ça, déjà, ça n'existe pas en France. Chaque chose a son empreinte musicale et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris. Il y a un peu ça en France, hein. Il y a des petites musiques de temps en temps, ta-da-ta-ta-ta, ou je sais pas moi, ta-ta-ta-ta. Enfin, voilà, ça, vous savez de quoi je parle. Mais au Japon, c'est plus encore. Vraiment, il y en a vraiment partout, à chaque station de train a une musique différente. Faut le savoir, ça. Et chaque école aussi. Il y a l'hymne de l'école, par exemple. Mon fils, il a dû apprendre par cœur l'hymne de l'école avec les paroles. Quelque chose de très courant au Japon. Mais bon, c'est surprenant. En tant que Français, j'avoue que ça m'a beaucoup surpris. Un autre aspect qui est vraiment caractéristique du Japon, selon moi, et qui, au début, je dirais pas que ça m'a choqué. Mais aujourd'hui, je pense que je pourrais plus m'en passer. C'est tout ce qui est sécurité et la confiance qu'on peut avoir dans les gens. Typiquement, personne ne se fait emmerder dans la rue. Je dis pas que ça n'arrive jamais, hein, ça peut arriver, mais en règle générale, personne ne vous emmerde dans la rue, vous êtes tranquille, personne n'essaie de voler votre portefeuille. Enfin voilà, la sécurité, je dis pas qu'il n'y a pas des détraqués, hein. De temps en temps il y a des trucs, voilà. Il y a quelques temps, ici par exemple près de chez nous, il y avait un monsieur en voiture qui demandait aux enfants s'ils voulaient monter dans la voiture. Oui, voilà, on n'était pas rassurés à ce moment-là. Visiblement, ça s'est arrangé cette histoire, mais pendant quelques temps, les enfants devaient rentrer pas un par un, ils devaient rentrer en groupe, ce qui est bien rassurant. Mais voilà, il y a des détraqués partout, évidemment. Mais en règle générale, voilà, votre enfant va seul à l'école, bah pas de problème. D'ailleurs, petite anecdote, ça m'est arrivé une fois de perdre mon portefeuille, il est tombé, et puis je m'en suis rendu compte un peu après. Du coup, je suis revenu sur les lieux, enfin, j'ai refait la route en sens inverse. Je suis fatigué, je me disais merde, le portefeuille il est plus par terre, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire ? Non, quelqu'un avait pris le portefeuille,
l'avait mis délicatement sur un rebord pour éviter que les voitures roulent dessus. Et mon argent, tous mes papiers, tout était nickel à l'intérieur. Pas de vol, rien du tout. Je dis pas que ça n'arrive pas en France, hein, il y a des gens bien en France, bien évidemment. Hein. Mais faut reconnaître qu'au Japon, souvent c'est comme ça. Ou alors au pire, il sera ramené au Koban, c'est le petit commissariat, commissariat de quartier. C'est quelque chose dont je pourrais difficilement me passer aujourd'hui de cette sécurité. Quand vous êtes dans le train, par exemple, je m'endors souvent dans le train maintenant. En France, désolé, mais je pouvais pas m'endormir dans le train. Je m'endormais dans le train, j'avais l'impression qu'on allait me piquer mes affaires. Je suis peut-être un peu parano, hein, j'en sais rien, mais j'ai eu des expériences où on m'a volé des trucs et tout, donc voilà, dès que je reviens en France, par contre, je redeviens français direct et je peux plus dormir dans le train. C'est marrant. Alors qu'ici, souvent, je somnole un peu et c'est un peu différent. Un truc qui m'a vraiment surpris, choqué, c'est à quel point le Japon protège son patrimoine, protège ses traditions. Il y a des matsuri un peu partout, il y a des sanctuaires, il y a les sanctuaires, même généralement quand il y a des matsuri, des trucs, des omikoshi, machin, c'est des rites en fait religieux à la base. Et tous les gens du quartier participent. Il y a vraiment une protection un peu du patrimoine, je sais pas comment expliquer, de leur histoire. Mais paradoxalement, j'ai rencontré beaucoup de Japonais. Et quand je vous dis beaucoup, c'est genre, voilà, ça fait plus de 10 ans que je suis ici, j'en ai rencontré des Japonais. Et c'est pas le cas de tout le monde, attention, ça sert à rien d'écrire « Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde ». Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais beaucoup de Japonais que j'ai rencontrés, des fois, ils connaissaient pas du tout l'histoire, les mythes de leur pays. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui ne connaissait pas Amaterasu, qui connaissait pas Miyamoto Musashi, qui connaissait pas plein de choses. Je lui dis Shotoku Taishi. Il me disait juste « Ah ouais, ça me dit quelque chose, j'ai peut-être déjà entendu le nom ». C'est pas pour critiquer, hein, je suis sûr qu'en France, il y a plein de gens aussi qui ne sont pas au courant et qui connaissent pas bien notre histoire non plus, donc c'est peut-être parce que moi ça m'intéresse particulièrement que j'ai cette impression-là. En tout cas, ça m'a un peu choqué, parce qu'il y a quand même, voilà, en France, vous dites Clovis à quelqu'un, personne ne va vous dire « Ah, Clovis ?» Ça me dit rien du tout. Non, franchement, j'ai jamais entendu parler. Suite un peu de ce point-là, je ressens beaucoup une sorte d'effacement de cette culture au profit de, je sais pas, Disney. Voilà, les contes traditionnels japonais, Momotaro, Urashima-taro, ce genre de contes. J'ai remarqué que les parents ne lisaient plus trop ça à leurs enfants. Ils préfèrent leur lire, Winnie l'ourson, ce genre de choses. Je dis pas que c'est mal, hein, j'en sais rien, mais je trouve ça un peu dommage. Et paradoxalement, à la télévision, il y a un nombre de reportages historiques, vrais ou pas, hein, j'en sais rien, il y a peut-être des billets qui sont pris, j'en sais rien, mais il y a beaucoup de reportages, de séries qui se passent, je sais pas, à l'époque d'Edo, à l'époque Kamakura. La télé japonaise transmet, malgré l'image que vous pourriez peut-être avoir de la télé japonaise, c'est pas que des jeux débiles, c'est beaucoup de programmes qui vous apprennent des choses. Notamment, voilà, c'est l'histoire, généralement une partie de l'histoire, voilà, ça revient beaucoup à la télévision, et je trouve ça pas mal. Juste, j'ai jamais compris la passion des Japonais pour Disney. J'avoue que... Surtout pour Disneyland. Jamais compris. Mais bon. On parlait sécurité tout à l'heure, mais il y a autre chose dont j'aimerais vous parler aussi aujourd'hui, c'est les miroirs. Les miroirs à chaque intersection que vous avez au Japon quand vous roulez, que vous soyez en vélo, que vous soyez piéton. C'est toujours très pratique, vous avez des miroirs, voilà, qui vous montrent en fait si une voiture, quelqu'un approche et tout. Ou si vous êtes en voiture, ça vous dit s'il y a un piéton qui arrive, un vélo. Et je trouve ça vraiment pratique. Alors en France, j'en ai déjà vu des miroirs comme ça, dans certaines allées un peu spécifiques, mais c'est tellement rare. Au Japon, c'est partout. Quasiment chaque intersection, j'exagère un tout petit peu, chaque intersection, vous avez des miroirs pour vous dire, pour vous signaler si quelqu'un arrive. Et je trouve que c'est très bien. En revanche, les Japonais ont un problème. Je vous le dis, ils ont un problème avec ce qui s'appelle un stop. Au Japon, vous avez un stop, c'est marqué tomare en japonais. Vous avez une ligne blanche comme en France. Et ben la ligne blanche, personne ne la respecte. À la limite, ils s'arrêtent un peu, mais ils s'arrêtent 3 mètres après la ligne blanche, souvent sur le passage piéton, que des trucs comme ça. Et moi je me dis, mais qu'est-ce que vous faites en fait? Et aussi, un truc qui m'a toujours perturbé, alors dites-moi si c'est pareil en France, mais j'ai pas ce souvenir là, ou alors j'avais pas fait attention, mais j'ai l'impression que ici, il commence à rouler 3 secondes avant que le feu devienne vert. Parce qu'on peut prédire plus ou moins que le feu va passer au vert, ça j'en suis conscient. Mais moi tant que c'est pas vert, j'avance pas. Eux, si, c'est 3 secondes avant. Allez, c'est parti. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours perturbé également, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ok, point suivant. Avant de venir au Japon, j'avais souvent
cette image en tête d'un Japon avec une nourriture très équilibrée, très healthy, comme on pourrait dire, très, très bonne pour la santé. Et dans les faits, c'est vrai, il y a beaucoup de choses très très bonnes pour la santé au Japon, mais il y a aussi beaucoup de fritures, de trucs gras, de sucre bien rajouté dans les produits, ce genre de choses qui en soi, c'est pas grave, hein, c'est une question de modération. C'est juste que au final, c'est pas si vous faites pas gaffe au Japon, c'est comme partout. Vous allez grossir, vous allez faire de diabète, ce genre de choses. Donc les images que j'avais, c'était quand je suis venu au Japon, il y avait pas autant de vidéos, pas autant de choses sur le Japon. Tout ce qu'on voyait, c'était des reportages télé. Et dans les reportages télé, vous savez que c'est très biaisé, le zen, le machin, le code d'honneur japonais. Non, mais enfin, je sais pas où vous allez chercher vos trucs, dans les journalistes, dans les reportages et tout. Vous avez une image biaisée des Japonais. Ce qui m'énerve un peu d'ailleurs, hein, ça pourrait être un point que je pourrais aborder un jour. La représentation des Japonais vue par la télé française. On pourrait faire l'inverse pour la télé japonaise, hein, vis-à-vis de la France. Hein. Ça pourrait être un peu similaire. Vous savez, on a une image, vous savez, les Japonais, c'est des gens normaux, hein, ils vont faire caca, voilà, bref, c'est des gens normaux. Bref, c'est pas si healthy que ça, mais du coup, il y avait, quand je suis venu au Japon, il y avait que les dramas, les livres que j'ai pu lire sur le sujet, ce genre de choses. Donc, force est de reconnaître que la vérité est tout autre. Bon, ça faisait un peu trop de bruit chez moi, donc j'ai décidé de sortir. Alors, point suivant, du coup, un truc qui m'a vraiment surpris, je dirais pas choqué, mais vraiment surpris, c'est de devoir passer un entretien pour que notre fils entre à la maternelle. Alors vous allez me dire pourquoi, voilà. En plus c'est la maternelle du quartier, c'est pas une grande maternelle inconnue pour, voilà, c'est vraiment une petite maternelle tranquille, dans un petit quartier tranquille, et on a passé un entretien d'embauche. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée avec Kyoko. Vous avez suivi ça normalement sur ma chaîne il y a longtemps, 4 ans de ça peut-être. Le fait de devoir passer un entretien d'embauche où on nous pose plein de questions sur notre éducation vis-à-vis de notre fils. On évalue en fait, voilà, vous faites quoi comme métier monsieur? Notre fils était là également, on lui posait aussi des questions. C'était assez déroutant, de vous le dire. Petite information, il n'y a pas de maternelle publique au Japon, toutes les maternelles sont privées. Pourquoi il n'y en a pas? C'est parce que ça tout simplement, l'école obligatoire, ne concerne pas la maternelle, comme nous en France, à mon époque c'était comme ça. L'école obligatoire commençait à 6 ans, maintenant je crois que c'est 3, mais voilà. Point suivant qui fait un peu suite au dernier point, c'est l'importance des cérémonies au Japon. La cérémonie d'entrée à la maternelle, la fête du sport avec le discours du directeur, la remise des diplômes. C'est arrivé il y a peu de temps du coup, la remise des diplômes de mon fils en maternelle, avec la petite musique, le chant, ils ont chanté l'hymne national japonais, le Kimigayo. Et je dois vous avouer que voir mon fils, voilà, devant tous ses camarades, aller chercher sur l'estrade son petit diplôme donné par la main du directeur, voilà, avec un signe, voilà, comme ça, un signe de respect, avec la petite musique qui va bien avec. Je vous avoue que j'avais un petit peu la larme à l'œil, hein, c'était il y a quelques mois maintenant. Et quelques temps après, il y a eu la cérémonie d'entrée à l'école primaire. C'est un peu le même style. Grand discours du directeur, les élèves qui découvrent leur professeur, leur maîtresse, accompagnés des élèves de 6e année qui aident les élèves de première année. Espèce de passage de flambeau, je dirais. Plutôt beau à voir également. Un autre point qui m'a beaucoup surpris au Japon, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez prendre un rendez-vous chez un spécialiste. Par exemple, moi, dans mon cas, pour aller voir l'ophtalmo. Quand j'étais en France, il fallait attendre 6 mois avant d'avoir un rendez-vous. Ici, je suis allé chez l'ophtalmo. Je suis entré, j'ai pas pris de rendez-vous. Je suis arrivé, j'ai fait « Bonjour, je voudrais qu'on m'examine les yeux pour changer de lunettes. » La personne en face m'a dit « D'accord, bonjour, asseyez-vous. » 30 minutes plus tard, je repartais avec mon ordonnance, j'allais chez l'opticien. Et une semaine après, j'avais mes nouvelles lunettes à ma vue. Et voilà. Et c'est un peu pareil pour le dentiste. Vous savez, bonjour, j'ai mal aux dents. Bonjour, asseyez-vous. Voilà. Ça va très très vite. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a plus de cliniques dentaires, donc de dentistes au Japon, que de combini. Selon un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps, il y a 68 000 dentistes contre 55 000 combini au Japon. Point suivant, je ne sais pas si c'est moi qui me fourvoie sur la France ou quoi, mais quand je suis arrivé au Japon, il y a un truc que j'ai compris, surtout dans le milieu du travail, c'est que quand vous faites une faute, il faut s'excuser. Petite anecdote, dans mon ancienne entreprise, c'était les premiers mois où j'étais dans l'entreprise, j'ai fait une faute. C'est pas un truc très très grave, mais j'ai fait une faute, il faut le reconnaître. Et Madame Sasaki, elle est venue me voir, elle m'a fait « Jérémy, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça comme ça ?» Dans le texte, elle m'a vraiment dit « Pourquoi ?» en japonais. Du coup, moi, elle m'a dit « Pourquoi ?» Donc du coup, moi, dans mon réflexe de français,
c'est de lui dire bah j'ai fait ça comme ça parce que je pensais que ça marcherait comme ça, parce que si je faisais comme ça, enfin je me suis expliqué, j'ai expliqué les raisons de mon échec entre guillemets, ça lui a pas plu. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Après on m'a expliqué, monsieur Yamaguchi m'a expliqué, non, si elle te demande pourquoi, tu lui dis pas la raison, tu t'excuses. Oui mais elle m'a demandé pourquoi. Oui, elle t'a demandé pourquoi, donc tu t'excuses. D'accord. Pour moi, c'était ma façon de faire comprendre que j'avais compris mon erreur et que ça allait plus se reproduire, mais visiblement, ça ne marche pas comme ça au Japon. Voilà, c'est une petite anecdote que j'ai eue. En fait, si vous vous expliquez, c'est un peu comme si... c'est un peu comme si vous cherchiez des excuses. Pour les Japonais, c'est comme ça que ça sonne. Alors que moi, dans ma tête, c'était non, mais j'expliquais juste la situation, mon erreur, et puis après, on jette ça sous le tapis et la prochaine fois, ça se reproduira plus. Pour moi, c'était vraiment dans ce sens-là. Alors, j'imagine que ça peut-être arriver en France, ce genre de personnes, ce genre de caractère. Il peut y avoir ce genre de choses, mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça fait longtemps que j'ai pas été en France. Enfin, que j'ai pas travaillé en France. Un autre point qui m'a vraiment perturbé au Japon. Il a fallu quelques temps pour que je m'habitue et que je me fasse plus avoir, entre guillemets. Je sais que ce n'est pas le cas que du Japon, mais tous les prix qui sont affichés hors taxe, ça je vous avoue qu'au début ça m'a fait vraiment bizarre. Surtout que voilà, je me suis déjà retrouvé dans la situation quand je suis arrivé au Japon, j'avais pas beaucoup d'argent, des fois j'avais pas assez de liquide sur moi, du coup je comptais les étiquettes. Alors ça c'est 84 yens, d'accord, 84. Alors ok, j'ai n'importe quoi, j'ai 1018 yens sur moi. J'ai 1018 yens pour moi, je calcule, alors ça c'est 84, ça c'est nana, et je me dis ah c'est bon, j'ai pile ce qu'il faut. J'arrive à la caisse, pip, ça vous fera 1300 yens s'il vous plaît monsieur. Ah, bon bah on va pas prendre ça et ça. Hein. Rien de bien grave, hein. Je m'y suis habitué maintenant, mais c'est vrai qu'au début les prix sans taxe, ça m'a vraiment perturbé. Bref, et pour finir, un dernier point. C'est pas vraiment lié au Japon, c'est plutôt lié au fait de vivre à l'international. C'est, comment dire, parfois j'ai éprouvé une certaine solitude. Je me sentais seul. Alors j'avais Kyoko auprès de moi, bien sûr, mais je me suis souvent senti seul dans ma famille. Enfin, j'étais très famille en France, et c'est vrai que du jour au lendemain, je vois plein d'événements qui passent, les anniversaires, les mariages, plein de choses qui se passent. Et quand je reviens en France, c'est pas méchant, mais des fois on me dit à table, on me dit ah mais tu te souviens pendant la réunion machin truc. Bah non, j'en ai entendu parler de cette réunion, mais je n'étais pas là, donc souvent c'est un peu, je dirais pas triste, c'est la vie, hein, c'est la vie que j'ai choisie et maintenant j'ai ma femme, j'ai mon fils, une belle famille ici aussi. Mais ça reste très différent de la France et c'est vrai que parfois j'éprouve une certaine solitude. Mais bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien pour moi, hein. C'est juste de temps en temps un petit coup de blues, c'est normal. Notamment quand on approche de Noël. Je vous avoue que Noël au Japon, heureusement que Kyoko et mon fils sont là parce que ça serait compliqué si j'étais tout seul, je pense. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être averti de chaque nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, bien sûr. Et nouvelle option sur YouTube, vous pouvez booster la vidéo, sur mobile uniquement, mais vous pouvez booster la vidéo. Quand vous cliquez sur j'aime, ça vous met un petit menu, vous pouvez cliquer sur booster la vidéo. Donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, car ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et des différents points que j'ai abordés. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ou comme on dit en japonais, matane!